Bonjour à tous, bonjour et merci d'être si nombreux. On est vraiment heureux de voir cette salle pleine pour nos débats. Alors nous poursuivons cet après-midi tous nos échanges autour des grands enjeux européens à l'approche d'importantes élections, vous le savez, qui pourraient bien apporter des inflexions décisives 60 ans après sa création et de multiples crises surmontées tant bien que mal. L'Europe se trouve en effet face à un double défi, à la fois de ses dissensions internes, on va y revenir, ce sont aussi des frontières symboliques et de très profonds bouleversements sur la scène internationale. Elle s'interroge, elle s'inquiète. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les titres que nous avons choisis pour cette journée, ils sont éloquents. L'Europe est-elle un mythe? C'est une question. L'Europe rêve ou cauchemar démocratique? Et à présent, avec nos invités, l'Europe a-t-elle trouvé ses frontières? A-t-elle élargi? Elle s'est élargie, on le sait, à 28, peut-être bientôt ramenée à 27, on le verra. Va-t-elle ou doit-elle poursuivre son extension à l'Est, bousculée par de nouveaux rapports de force en présence, la Chine, les États-Unis, la Russie? Aura-t-elle les moyens de défendre ses propres intérêts et d'assurer sa sécurité, enfin confrontée à la question des flux migratoires sur son sol et à ses frontières qui attisent, comme on le sait, les clivages politiques et qui divisent les opinions? Saura-t-elle répondre collectivement? L'Union européenne est bien une construction sans équivalent dans le monde, il ne faut pas l'oublier, pour beaucoup un modèle prospère d'intégration régionale en dépit de ses imperfections. À quelles conditions pourra-t-elle le rester? Eh bien, ce sont les questions que nous souhaitons poser à nos invités en appuyant encore une fois sur l'importance de ce 26 mai à venir, en dépit du désintérêt annoncé de très nombreux citoyens. Ce sera bien un moment de vérité. Alors, je vous présente nos trois invités présents à cette table ronde. François Héran est sociologue, il est anthropologue et démographe. Il est directeur de recherche à l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques, et également professeur au tout voisin Collège de France à la chaire Migration et Société. Thomas Gomard, à côté de lui, historien des relations internationales, il dirige l'Institut français des relations internationales et il a publié très récemment un livre intitulé « L'affolement du monde », encore un titre peu encourageant pour l'avenir. Thomas Gomard, on va y revenir avec vous. Enfin, je salue Jean-Baptiste Ploquin, rédacteur en chef La Croix, spécialiste des questions internationales aussi, notre partenaire, comme on l'a vu pour La Croix. Peut-être commençons avec vous, Thomas Gomard, qui avait dressé ce tableau très large que vous appelez « l'affolement du monde ». Peut-être d'ailleurs vous expliquer sur ce terme qui est assez pessimiste, il faut bien le dire, même si vous concluez avec des propositions plus encourageantes. Qu'est-ce qui vous fait dire que nous sommes dans une période aussi critique? Bon, d'abord, je voudrais commencer par vous rassurer en vous disant que j'ai écrit ce livre pour ne pas m'affoler, précisément, pour ne pas céder à l'affolement. Donc, on n'est pas obligé de le lire avec des antidépresseurs. C'est au contraire une lecture faite pour essayer d'identifier les principaux sujets à la fois de politique internationale et de géopolitique auxquels l'Europe est confrontée. Alors pourquoi l'affolement? Il y a à mon sens trois raisons principales. La première, c'est la fin de ce que j'appelle le mythe de la convergence, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, de manière très graduelle, la Chine et plus généralement les régimes autoritaires, dans une forme de convergence économique, allaient aussi se convertir politiquement. Et ça, c'est au fond ce qui a présidé à l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Et c'est une idée qui, aujourd'hui, semble s'éloigner compte tenu du durcissement qu'on observe de la Chine et de ses ambitions internationales. Ça, c'est la première grande raison, la fin de ce mythe de la convergence. La deuxième raison, c'est la trajectoire suivie par l'Union européenne qui semble subir une succession de chocs, qui est toujours debout en dépit de ces chocs, et ça je pense que c'est aussi un point à souligner, mais qui est l'objet de, comme vous le disiez, de dissensions internes, et aussi qui est face, on va y revenir très probablement, à un environnement régional qui, à mes yeux, s'est dégradé. Et puis la troisième raison, qui est peut-être beaucoup plus dure à expliquer, mais qui est sous-jacente et à mon sens bien plus profonde, c'est la tension entre la dégradation au fond environnementale, dont tout le monde prend conscience, et à certains égards, la crise des Gilets jaunes, en dépit de ses traits très spécifiques, est peut-être un avant-goût de ce qui nous attend. Donc d'un côté, cette dégradation environnementale, et de l'autre, la propagation technologique. Et l'impression que l'innovation technologique va être une réponse à ces formes de dégradation. Et je crois qu'en réalité, ça crée un phénomène d'anxiété très profond qui peut-être s'éprouve davantage en Europe qu'ailleurs. Oui, d'autant que sur l'innovation technologique, on y reviendra, mais l'Europe
de votre point de vue, s'est laissé quand même largement distancé, ce qui est un point supplémentaire d'inquiétude. Vous dites aussi, on va demander son avis bien sûr à François Héran, vous parlez d'un monde au fond multipolaire, ça c'est indéniable, mais qui n'avait pas vu venir que le multilatéralisme tomberait en panne. Nous étions quand même sur une trajectoire où il y avait un très grand nombre d'institutions internationales appelées à travailler ensemble. Or, tout est remis en cause aujourd'hui, une stratégie très différente des trois grandes puissances que vous avez citées, et ça n'est pas très bon pour l'Europe qui est lâchée, au passage, entre guillemets, par son principal allié, les États-Unis, en tout cas en ce moment. Effectivement, ce qui n'était pas prévu au programme en particulier pour les Européens, c'est que les Européens, en particulier des diplomaties comme la diplomatie française, ont œuvré pour l'avènement d'un monde multipolaire. Ça a été la grande thématique des années 90 et 2000. Nous y sommes, sauf que ce qui n'était pas prévu, c'est que nous y sommes avec un multilatéralisme qui, de fait, est affaibli, voire attaqué directement par les trois grandes puissances mondiales, que sont les États-Unis, avec toute leur attitude de retrait d'un certain nombre d'accords multilatéraux. On pense notamment à l'accord Il est Iran. très clairement sur les questions commerciales. Voilà, sur les questions commerciales. C'est également le cas, à mon sens, de la Chine, qui remet en cause notamment le principe de liberté de navigation en mer de Chine, et de la Russie, qui s'est livrée à l'annexion de la Crimée, à la déstabilisation du Donbass et à une forme de destruction de l'intérieur de l'OSCE. Et donc ça, effectivement, ça place les pays européens dans une situation très inconfortable parce qu'ils se font les défenseurs, et en particulier la diplomatie française, d'un multilatéralisme dit fort, mais qui a beaucoup de mal à entraîner. Et donc on assiste à des tentatives, notamment de trouver des positions communes avec des pays comme le Canada, l'Inde, le Japon, l'Indonésie, etc. Mais on sent bien que ce multilatéralisme est aujourd'hui très affaibli en raison de l'attitude de Pékin, Washington et Moscou. Question encore, Jean-Christophe Ploquin, sur ce tableau plus général. Oui, Thomas Gomard, il y a aussi peut-être cette tension entre la géoéconomie, et vous insistez combien c'est une notion importante, montrer effectivement ces évolutions économiques qui, depuis plusieurs décennies, ont conduit à la mondialisation, ont conduit à un libre-échange, à des accords de plus en plus étroits. Et puis, finalement, à l'intérieur de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Europe, on a l'impression que la géopolitique, finalement, revient plutôt sur des bases nationales, sur des bases plus étroites, et que cette idée d'un monde commun, peut-être qu'il reste encore très pertinent, peut-être en matière écologique, par exemple, ou environnementale, mais les identités semblent plutôt, à nouveau, s'appuyer sur une base nationale. Alors, comment articuler les deux ? Alors, quand on regarde d'un point de vue, entre guillemets, qui est mon domaine habituel, c'est mon métier, c'est plutôt de voir les menaces. Donc, comme toute chose, elles sont construites, donc il faut aussi avoir la distance critique nécessaire. Mais au fond, on pourrait résumer les choses par deux aspects qui ne sont pas contradictoires. C'est un retour de ce qu'on appelle la compétition des puissances. Et ça s'exprime notamment par le triangle que je viens d'évoquer entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Ça se voit dans leurs dépenses militaires, ça se voit dans un certain nombre de domaines, notamment on y reviendra dans le domaine numérique et technologique. Et puis vous avez ce qu'on appelle, là aussi les termes sont importants, mais le djihadisme. C'est-à-dire que le fait que les Européens qui ont projeté de la force à l'extérieur de leurs frontières pendant des années sont aujourd'hui attaqués sur leur propre sol et dans des proportions que nous avions oubliées. Bon. Et on s'est beaucoup focalisé évidemment sur cette menace djihadiste pour des raisons tout à fait compréhensibles, parce que ça tue des gens et que ça attaque directement nos modes de vie, notre système de valeurs. Bon. Mais le point que j'essaie de développer, c'est que ce n'est pas du tout pour minimiser l'importance de cette dimension, mais que si on raisonne je dirais à moyen et à long terme, je pense que notre mode de vie, notre organisation politico-économique, d'une certaine manière, est aussi très profondément remise en cause par la transformation du triangle que j'évoquais. C'est-à-dire qu'au fond, c'est notre organisation économique, notre puissance économique qui est directement fragilisée par l'évolution de la relation en particulier sino-américaine. Et de l'autre côté, je pense que le fait d'être agressé, comme nous l'avons été par le djihadisme, suscite effectivement des réflexes identitaires qui s'expriment très différemment selon les forces politiques, mais qui sont devenus assez centraux dans le débat. Alors la question identitaire, évidemment, on va y venir tout de suite, et François Héran est tout à fait concerné parce qu'il a très très largement et longuement étudié ces questions démographiques, d'abord, de présence sur le sol européen, et de cette question migratoire qui va un peu dans la droite ligne des nationalismes que nous voyons actuellement
prendre beaucoup d'importance dans nos pays. François Héran, est-ce que vous avez envie de commencer par faire tomber quelques idées reçues? Je ne veux pas revenir à une polémique qui a beaucoup occupé les colonnes de nos journaux, mais quand même, disons les choses très, très, très rapidement. Il n'est pas question d'invasion. Je peux commencer par cette première question? Pression démographique, invasion, vous n'aimez pas tous ces termes. Les situations, non, bien sûr, parce que tous ces thèmes sont... Cette terminologie est extrême, elle n'aide pas vraiment à analyser ce qui se passe. Il faut, alors moi je ne suis pas un spécialiste des relations internationales, mais comme mon collègue, je fais des comparaisons internationales, elles sont essentielles, et puis il se trouve que nous disposons quand même, à peu près depuis une quinzaine d'années, de données comparatives sur les migrations qui sont d'une qualité qui ne cesse de s'améliorer. Et qui viennent de beaucoup d'organismes, il faut le préciser, alors, qui sont c'est un plutôt peu toujours, concordants en tout cas. C'est un peu toujours la même source. Ouais. Quand moi j'ai travaillé longtemps dans un institut, à l'INSEE, dans l'Institut statistique national, les réponses qu'on apportait à l'OCDE, à la division de la population des Nations Unies, à Eurostat, c'était les mêmes, et au FMI, etc., la Banque mondiale. Mais il se trouve que ces organismes maintenant travaillent ensemble de plus en plus et élaborent des bases mondiale des migrations, le grand tableau qui croise pour les 260 millions de migrants qui existent dans le monde, les pays de naissance et le pays de résidence, par exemple. Ça, c'est un document qui n'existait pas il y a 30 ans et qui maintenant est de plus en plus utilisé et qui est vraiment essentiel. Bon, donc amélioration des connaissances, ça, il n'y a aucun doute, même si on a encore de grandes inconnues. Les migrations en Russie, c'est pas très clair du tout. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre la Chine et la Russie, selon les sources à l'intérieur même de la Russie? Il y a de grands écarts dans les estimations, pour ne prendre que cet exemple. Mais enfin, dans le système OCDE, les grandes démocraties libérales, pour faire vite, on commence à bien comprendre les choses. Et là, ce qui est surprenant, ce sont les écarts prodigieux qui existent, pas simplement entre les discours, les politiques migratoires, mais disons dans les résultats, ce que les Américains appellent les outcomes. Les titres de séjour, comment sont-ils distribués, dans quelle proportion? Par exemple, l'Allemagne utilise 3 fois moins le regroupement familial que la France. Proportionnellement à sa population et compte tenu de tous les titres de séjour et toutes les autorisations de résider, ça inclut également les Européens, nous sommes le champion européen du regroupement familial. En gros, ça tient à quoi alors? Attendez, ça tient quoi, au pouvoir? Attendez, je donne les faits, puis après on va essayer d'interpréter. Mais il faut d'abord établir les faits, ils sont très peu connus. 40% à peu près des étrangers qui s'installent en France chaque année le font pour des raisons familiales. Les États-Unis, c'est davantage, c'est 60%. Le champion du monde du regroupement familial, c'est les États-Unis, et nous sommes le champion européen, suivi de l'Italie. Bon. Et très, très devant... l'Allemagne, alors la Grande-Bretagne n'utilise quasiment pas le regroupement familial. Rien que ça, rien que ce fait-là est quand même très intriguant, car en principe, nous sommes soumis, ou nous avons adhéré aux mêmes conventions internationales des droits de l'homme, aux mêmes conventions européennes, la Convention des droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'homme qui, évidemment, met en place le principe du regroupement familial, et il y a des résultats extraordinairement variés. Si vous prenez alors là l'asile, mais j'ai fait exprès de commencer par quelque chose qui n'est pas lié à la crise de l'asile, mais si vous prenez l'asile, là, je montre que lorsqu'on prend la peine, ça c'est vraiment très important de faire une statistique proportionnelle à la population, une statistique per capita, par tête d'habitant, quand on regarde, mais à combien de demandeurs d'asile a-t-on accordé une protection, quelle qu'elle soit, à Genève ou moins solide que Genève, par million d'habitants? Les écarts entre les pays européens sont absolument considérables, sont prodigieux, puisque ça va de 5000 protections par million d'habitants pour la Suède à 10, 14, quasiment rien pour un certain nombre de pays, des pays anciennement communistes. Entre la Suède et la Pologne, dont je rappelle qu'elles sont séparées par un petit bras de mer, la différence est considérable. C'est très rare d'avoir des comportements aussi différenciés à l'intérieur de l'Europe. Alors évidemment, il y a le poids de l'histoire. Il est certain que le communisme a isolé les peuples pendant des décennies, ne les a pas habitués à recourir à une migration non européenne pour reconstruire les économies dans l'après-guerre. Donc le manque de familiarité avec la migration est un aliment important de la xénophobie. Et on le voit dans la façon dont se différencient les comportements entre l'Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Ouest et l'ex-Allemagne de l'Est. C'est là où il y a très peu de migrants qu'il y a le plus de xénophobie. Et on peut l'expliquer, semble-t-il, parce que les Américains appellent la théorie du contact.
Il faut, quand on a une certaine familiarité avec la migration, on n'a pas les mêmes comportements que lorsqu'on voit apparaître pour la première fois des migrants dans le paysage. L'autre thèse étant celle du seuil de tolérance. Alors, les deux peuvent fonctionner selon les contextes, hein, il ne faut pas être radical comme ça, mais la théorie du contact explique très bien pourquoi la xénophobie est beaucoup plus présente à l'Est qu'à l'Ouest. Cela dit, le poids de l'histoire, c'est compliqué, et les anciens pays communistes n'ont pas de passé colonial. Seule la Russie est un grand empire colonial qui a réussi. Hein. Mais au fond, les autres, ils n'ont pas ce passé colonial. Et ça, c'est très, très frappant quand vous regardez à l'échelle mondiale les plus grands corridors migratoires, comme disent les Américains, les grands couloirs exclusifs. Le Mexique avec les États-Unis, l'Algérie avec la France. Hein. C'est lié évidemment à l'ancienneté du passé colonial. 95% des Algériens qui migrent le font vers la France, alors que les Marocains, eux, qui ont subi une empreinte française beaucoup plus légère et beaucoup plus brève, se dispersent entre la France, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie, etc. C'est très significatif. Donc, et l'Afrique subsaharienne? Et alors, de façon générale, l'Afrique subsaharienne, et ça il faut le rappeler, et c'est assez stable depuis une quinzaine d'années, à 75% quand ils migrent vers un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Là, il y a des choses qu'il faut suivre attentivement, qui sont quand même intéressantes. C'est tous les accords de libre circulation au sein de l'Afrique. Il est plus facile pour un habitant d'un pays d'Afrique de l'Ouest d'aller dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest que ça ne l'est pour un latino-américain de circuler à l'intérieur de l'Amérique latine. Oui. Je reviens, je termine là-dessus avec cette idée de libre circulation, et les Africains l'ont emprunté à l'Europe, et ça, c'est aussi un aspect du débat qu'on devrait traiter, c'est que la France est assez peu attractive par rapport aux autres pays européens. Nous n'avons à peu près que quelque chose comme 20% de nos, ou 30% à peu près des nouveaux étrangers qui s'installent chaque année sont des sujets d'autres pays européens. En Allemagne, c'est 60%, quelque chose comme ça. Oui. L'Allemagne est de loin le pays européen le plus attractif pour les autres Européens, notamment parce qu'elle est située au centre de l'Europe et qu'elle attire évidemment l'Europe centrale. Donc, pour un pays comme le nôtre, qui prétend quand même exercer une espèce de magistère à l'intérieur de l'Europe, c'est quand même gênant de ne pas être très très attractif pour les autres pays européens. On va y revenir à cette question de l'élargissement vers les pays de l'Est, et les flux migratoires concernent, comme vous venez de le dire, aussi ces pays-là. Jean Cazeneuve-Ploquin, vous avez une autre question? J'aurais voulu interroger aussi bien Thomas Gobard que François Héran, mais sur justement la notion de frontière, de la frontière sud de l'Europe, et donc précisément par rapport à la Méditerranée et par rapport à l'Afrique. La frontière est une notion géopolitique importante. C'est important de borner l'Europe, et il y a des partis qui réclament justement une délimitation très claire de ce que serait l'Union européenne. Mais en même temps, les flux migratoires montrent bien que les frontières, c'est en même temps quelque chose de très poreux. Et donc, je voulais vous demander à tous les deux comment imaginer cette relation future, justement, de comment faire avec cette frontière qui est à la Méditerranée, qui passe par la Méditerranée. Est-ce qu'il faut créer, est-ce qu'il faudrait plutôt que la notion de frontière, imaginer la notion de voisinage, trouver des façons finalement d'échanger de façon moins finalement dure, et d'une façon finalement conceptuellement plus souple et plus accueillante. Thomas Gomard. Alors, peut-être pour nourrir la discussion avec François, il y a un exemple dans les ex-pays communistes extrêmement frappant, c'est la Pologne, que vous avez mentionné, mais qui est aussi l'ancien royaume de Pologne. Et chose assez peu sue, c'est à quel point la Pologne n'accueille pas de demandeurs d'asile, mais en revanche accueille, porte grandes ouvertes, beaucoup d'Ukrainiens. Absolument. Pour la migration temporaire seulement, ajoute François Héran. Oui. Mais ça montre aussi que ça montre une circulation. Voilà, ça montre une circulation, ouais. Et que peut-être que notre vision des flux migratoires est très orientée sur un flux, pour faire simple, Afrique-Europe, alors même qu'il y a des flux migratoires déjà intra-européens très prononcés. D'ailleurs, vous soulignez aussi le peu d'attention que nous portons à deux pays pourtant européens et demandeurs en termes migratoires, que sont l'Albanie et la Géorgie. Donc je commence par ça parce qu'au fond, la Pologne est un exemple aussi très intéressant de l'ancien royaume de Pologne, à certains égards,
bien antérieure à la période soviétique, mais là aussi, il y a des effets d'histoire longue, à mon avis, qui s'expriment dans l'attitude polonaise. Et ce qui me permet d'aller vers votre question, très franchement, je ne sais pas répondre sur ce qu'il faut faire, étant pas du tout expert de ces questions-là. Ce que j'observe du point de vue qui est le mien, c'est qu'il y a une demande de frontières. C'est-à-dire qu'on voit les questions migratoires, effectivement, en fonction des personnes qui se déplacent. Et à mon avis, il y a aussi une partie du problème qui est l'attitude par rapport à ces phénomènes des gens en place. C'est-à-dire ce rapport entre sédentaires et nomades, d'une certaine manière, qui est une vieille histoire, si j'ose dire. Et de ce point de vue-là, il y a une demande, à mon sens, de sécurisation, au fond, tout à fait explicite. De quelle manière elle est exagérée, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que le débat politique dans lequel nous sommes porte en partie sur l'idée sur laquelle l'Union européenne est devenue une sorte de maison en construction permanente qui rajoute des étages, peut-être qui s'étend, mais sans jamais poser les portes et les fenêtres. Et ça, je pense que l'opinion ou les opinions, de manière très différente, dans leur réaction, alors très nuancée, hein, effectivement, selon ce qu'on observe en Suède, selon ce qu'on observe en Allemagne, selon ce qu'on observe en Italie, etc., exprime aussi, à mon avis, un souci de délimitation. Et que l'Union européenne s'est construite sur un principe d'élargissement qui semblait presque, au fond, infini. Or, on se heurte à des acteurs pour lesquels la frontière est une notion tout à fait décisive. Je pense à la Turquie, je pense à la Russie, cette notion de frontière épaisse, par exemple. Bon. Donc voilà, ça serait mon élément de réponse. Et également, ce que je voudrais peut-être apporter à la discussion, moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce débat sur les frontières, et qui est assez peu pris en compte dans la réflexion, c'est l'importance des données. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est en train de se digitaliser, avec des formes, au fond, de datafiction, hein, c'est-à-dire qu'on porte tous des données et que, au fond, la manière de gérer les frontières, on voit peut-être ça encore sous quand on passe la frontière dans un aéroport, etc. Or, ça va être de plus en plus une gestion des données entre ceux qui auront, entre guillemets, de bonnes données. Et là, il y a toute une discussion à avoir. Et donc, le bon passeport. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ce sur quoi je voulais finir, c'est que l'image de l'Europe, c'est quand même la contradiction entre vouloir beaucoup de touristes et donner l'impression de ne pas vouloir beaucoup de migrants. Hein. Et vous avez raison, les Afghans, je crois, avec leur passeport, peuvent aller dans 23 pays sans visa. Un ressortissant suisse peut aller dans, je crois, 150 pays sans demander de visa. Donc il y a là, au fond aussi, avec ces questions migratoires, une forme de compartimentage, en réalité, qu'il faut effectivement explorer. Sur l'élargissement, dernier pays entré, on le rappelle, hein, la Croatie 2013, et on n'est pas pour l'instant sur le chemin de faire entrer d'autres prétendants, même s'il y en a encore 4 ou 5 qui sont assez proches, en tout cas qui aimeraient bien poursuivre le processus. Votre avis là-dessus, François Héran, et je voudrais qu'on en profite pour bien préciser encore une idée reçue contre laquelle vous luttez volontiers. Les migrations, ce sont pas forcément, on ne vient pas forcément des pays les plus pauvres ou à très forte fécondité pour aller vers des pays très riches à faible fécondité. Les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Oui, vous avez parlé du Mexique tout à l'heure, c'est un bon exemple. Alors, si vous voulez, quand on regarde le panorama mondial des migrations, notamment grâce à la base bilatérale des migrations dressée par l'OCDE, l'ONU, le FMI, etc., qui est vraiment un outil extraordinaire, on constate qu'effectivement, ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui migrent vers les plus riches. Les pays les plus pauvres, en gros, très concentrés dans l'Afrique subsaharienne, proportionnellement, migrent surtout vers d'autres pays aussi pauvres et de la même région. Il n'y a que 15% à peu près qui émigrent vers l'Europe, hein, alors que le Maghreb, lui, qui a un niveau de développement tout autre, évidemment, est très centré sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. En fait, si vous voulez, toutes ces métaphores du déversement du trop-plein, ce seraient les pays les plus féconds qui automatiquement se déverseraient vers les pays les moins féconds. Il y aurait un suicide démographique de l'Europe qui, par nature, mécaniquement, attirerait les populations surfécondes. Hein, jusqu'à la thèse terrible du grand remplacement. Oui, mais même sans aller jusque-là, vous avez des rapports écrits par des gens assez sérieux, mais pas vraiment démographes et qui ne connaissent pas ces bases-là, qui l'écrivent, ça, sans du tout être adeptes du grand remplacement. Mais
donc, ce sont ces métaphores, l'idée que le plus pauvre va forcément aller vers le plus riche, et je dirais qu'il y a une version un peu climatique maintenant, qui est le plus sec va aller vers le plus tempéré, hein, bon, quelque chose comme ça. Il se trouve que quand on regarde les données, ça n'est pas le cas, et que les pays qui migrent le plus, qui ont les taux d'émigration les plus forts, c'est les pays qui ont des niveaux de développement moyens, qui ont beaucoup progressé, le Mexique, la Turquie, mais il y a aussi les Balkans. Quand vous prenez l'ensemble des pays des Balkans ex-communistes, donc sans la Grèce, pour faire vite, Roumanie, Bulgarie, Kosovo, Serbie, etc., 22% de ces pays-là, des populations vivent à l'étranger. C'est un taux d'immigration énorme. On en parle très peu, mais c'est très supérieur à l'immigration de l'Afrique subsaharienne qui atteint 2-3%, pas plus, de la population qui vit à l'extérieur. Donc le décalage qu'il y a entre les faits tels qu'on peut les décrire ainsi, qui sont absolument irrécusables, et les discours publics, ce décalage est énorme. Je voudrais dire que l'Europe n'est ni une forteresse ni une passoire. L'Europe, proportionnellement à sa population, 500 millions et quelques, reçoit chaque année, et c'était déjà le cas avant la crise des migrants, reçoit chaque année plus de nouveaux entrants que les États-Unis. Hein. Nous sommes un grand continent d'immigration. Nous l'étions déjà avant la crise. Évidemment, ça s'est renforcé avec la crise. Et donc, il n'y a pas naturellement des continents qui seraient d'immigration, d'émigration, etc. L'Europe fait partie, évidemment, des grands continents d'immigration. Alors, nous ne sommes pas une forteresse. Il y a beaucoup de gens qui entrent chaque année. Il y a eu quand même des politiques de contrôle considérables. Le regroupement familial, il est quand même très compliqué à mettre en œuvre. Il y a des quantités de conditions à remplir, donc, y compris en France. Hein. Et souvent, il est accordé après des années et des années de séjour. Quand on dit qu'il y a tant de titres délivrés en 2018, c'est souvent des gens qui attendent là depuis 10 ans. Bon, il y a des régularisations là-dedans. Et ça n'est pas non plus une passoire. Je crois qu'il faut avoir l'idée qu'on laisse entrer le tout venant, que n'importe qui peut entrer, etc., est totalement contraire à la réalité. En dépit, François Héran, de la pression démographique à laquelle il faut s'attendre, de l'augmentation très forte de la population, ça fait aussi partie des inquiétudes. Oui, alors sur la question africaine, on peut résumer les choses. Voilà, de la oui, population, on peut résumer les choses jeunesse. en quelques phrases. Il y a un fait tout à fait avéré, puisque maintenant on commence à... il y a 20 ans, ce n'était pas encore le cas, mais maintenant on connaît très bien le comportement démographique des pays, notamment subsahariens. Leur population va être multipliée par 2 d'ici 2050. Quand on fait, ce n'est pas simplement une règle de 3, contrairement à ce que j'ai lu à droite ou à gauche, mais quand on regarde génération par génération, en distinguant les sexes, etc., en faisant un certain nombre d'hypothèses sur la mortalité, la fécondité, enfin bref, quand on fait ces choses-là, eh bien oui, il devrait y avoir à peu près une multiplication par 2, quelque chose des migrants subsahariens qui vivraient en Europe. Dans la thèse de Stephen Smith que j'avais contredite, qui avait un grand succès que personne ne contredisait jusqu'à ce que je regarde. Un livre dont on dit le titre lui aussi explicite, oui. La ruée vers l'Europe. Oui, il était intéressant. Il prévoyait 200 millions d'Africains à l'horizon. Le titre était terrible, La ruée vers l'Europe, mais le sous-titre était intéressant, c'était La jeune Afrique en route vers le vieux continent. Et ça semblait indiquer qu'il y avait en quelque sorte des migrations démographiques, qu'en quelque sorte le raisonnement était démographique. Or, pas du tout. Ce que prévoyait l'auteur, c'était une multiplication par 4, par 5 et non pas par 2. Et d'où venait le surcroît de population africaine qui était prophétisé dans ce livre? D'une conjecture purement économique, disant si ces pays se développent, ils vont se développer très très vite, et ils vont atteindre un niveau de développement équivalent à celui du Mexique, et du coup ils vont migrer autant que les Mexicains aux États-Unis. C'était ça la base du raisonnement, sans calcul, sans analyse de données. Mais surtout, ce qui m'avait intrigué dans ce livre, c'est que toute la dernière partie reposait sur l'idée que le jeu entre l'Afrique et l'Europe était nécessairement un jeu à somme nulle, gagnant-perdant. C'est-à-dire qu'il y a une phrase terrible disant ce qui sera de bon augure pour l'Afrique sera... c'était le scénario auquel il adhérait le plus, sera funeste pour l'Europe, en gros menaçant pour la protection sociale. Je crois qu'il faut rappeler que les migrants, alors évidemment ça dépend à quelle étape du cycle de vie on se situe, mais fait que les migrants sont aussi des producteurs, des consommateurs, des contribuables, des cotisants, et toutes les études économiques qui ont été faites pour évaluer
le bilan coût-bénéfice de la migration pour le peuple européen montre que c'est vraiment très marginal, c'est très neutre. L'impact essentiel de la migration, c'est d'augmenter un petit peu les effectifs de la population active, c'est de dilater un peu l'économie. Oui. Et en dehors de ça, on n'a jamais... Évidemment, tout ça est très éloigné d'un certain nombre de discours publics qui règnent actuellement, et ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. L'Angleterre est de loin le pays où l'idée que la migration est incompatible avec la protection sociale a été le plus affirmée et de longue date. En France, ce discours est assez présent, mais pas au même degré qu'en Grande-Bretagne. En Allemagne, il commence à apparaître dans certains milieux. C'est aussi très intéressant de voir que ces thèmes circulent, se diffusent en Europe, mais à des vitesses très inégales. Oui. Pour revenir aux frontières, pardon, Jean-Christophe, plus morales, il y a aussi, là vous faites allusion, enfin c'est la polémique à laquelle je faisais allusion avec Stephen Smith dont vous nous parlez, mais il y a aussi ce fameux rapport ONU, mais on va lui régler son compte peut-être plus rapidement, qui est déjà ancien, sur les migrations de remplacement, donc précisément, et qui disait, c'était un scénario fictif, il y avait plusieurs scénarios, et oui. C'était je crois le dernier, qui, en gros, laissait entendre qu'on allait figer vraiment un rapport numérique absolument considérable. Pour la France, ça équivalait aux 2 tiers de la population qui serait remplacée par des migrants ou par des descendants de migrants, en faisant le calcul que nous aurions une démographie en dégringolade et que, au contraire, la leur serait beaucoup plus forte. Alors, là encore, il fallait balayer tout ça, mais les nationalistes et extrémistes de tout poil je ne sais pas si l'auditeur va vous suivre là. On peut mais c'était un scénario fictif. Oui, hein, on peut essayer de clarifier les choses. Ouais. En 2000, en 99-2000, un membre de la division de la population des Nations Unies discute avec le chef de la division et se dit, tiens, ce serait intéressant de voir si on misait uniquement sur l'immigration, est-ce qu'on pourrait contrer le vieillissement des populations. Ce vieillissement, je rappelle que ce n'est pas seulement la baisse de la fécondité, c'est aussi l'allongement de la vie. Hein. Il y a un nouvel étage qui s'est ajouté à la pyramide des âges. Et donc, le ratio numérique entre les jeunes et les vieux, eh bien, forcément, il va évoluer parce que tout simplement, la vie s'allonge. Pas uniquement à cause de la baisse de la fécondité dans certains pays. Ils font leurs calculs et là, ils s'aperçoivent que si on voulait bloquer le rapport numérique entre les jeunes et les vieux, il faudrait des myriades, en misant uniquement sur l'immigration, il faudrait des myriades et des myriades de migrants. Et il y avait un exemple extraordinaire, si on voulait faire ça pour la Corée du Sud, l'arrière-pays représenté par la population chinoise ne suffirait pas à stopper le vieillissement de vous voyez. Donc c'était un scénario par l'absurde, c'était une démonstration par l'absurde, c'était un scénario fictif. Bon, c'est très difficile de communiquer avec des raisonnements par l'absurde et c'est très difficile d'expliquer à un certain nombre de journalistes que des scénarios fictifs ou des contre-scénarios peuvent avoir une valeur démonstrative. Journaliste ou politique, François Oui, Héran, parce que oui. c'est un discours politique aussi. Et donc, le Front National s'est emparé de ça aussitôt pour dire, vous vous rendez compte, l'ONU veut submerger l'Europe. Et un jour, c'était sur je crois qu'elle était interviewée par Bourdin, Marine Le Pen, un jour, dit, mais ça fait 50 ans, c'était au moment où la crise des migrants venait d'éclater, ça fait 50 ans que l'Union européenne projette d'inonder l'Europe avec 160 millions de migrants. Alors un journaliste m'appelle et me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi? Elle fait allusion à un plan, à quel plan? Pourquoi 160 millions, etc. Je me suis rappelé que 160 millions, c'était un chiffre qui avait été sorti dans le fameux rapport de l'ONU sur les migrations de remplacement. Et en fait, elle avait fait 3 erreurs. Ce n'était pas un projet de l'Union européenne, mais c'était une projection. Croire qu'une projection, un scénario, c'est un projet, c'est la première erreur d'action. Ça n'était pas, il y a 50 ans, c'était pour 2050. Là, elle s'était trompée dans la flèche du temps. Bon. Et non, parce qu'on avait dû lire une fiche qu'on y avait passée rapidement. Enfin bon. Et puis, ce n'était pas l'Union européenne qui avait projeté d'eux, c'était les Nations unies qui avaient fait un scénario avec un calcul pour l'ensemble de l'Europe. Hein. Donc, erreur de temps, erreur d'action, erreur d'acteur, ça fait beaucoup. Mais ces 3 erreurs avaient été commises par le père il y a déjà 15 ans, 17 ans, et sont répétées absolument nez variéture par la fille. Et ça, c'est très intéressant. Les fake news ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Et donc, le rôle d'un chercheur comme nous, c'est de rappeler ça, c'est de remonter ces pistes, de regarder d'où viennent ces chiffres, d'essayer de comprendre quel a été le raisonnement et de rabattre ça sur ce que l'on sait. Mais c'est vrai que les scénarios, c'est compliqué à expliquer. Et à contrer. Et à contrer. Absolument. On l'a bien compris. Une question Jean-Christophe. sur les migrations internes à l'Union européenne. Oui. Est-ce qu'elles contribuent à faire l'Europe en quelque sorte, ou bien est-ce qu'elles contribuent plutôt
à faire monter à nouveau des tensions identitaires. Si on se pose la question du Brexit, l'un des enjeux fondamentaux du Brexit, c'est les Britanniques qui ont dit on ne veut plus les migrants communautaires. Et on voit que dans d'autres pays aussi, l'immigration, alors principalement en provenance d'Europe de l'Est, peut susciter des tensions. En France, le plombier polonais est resté assez fameux. Donc voilà, ces migrations internes, est-ce qu'elles participent aussi à une recomposition peut-être des populations européennes, mais est-ce qu'elles ne sont pas facteurs de tension aussi? Je voudrais rapidement dire que, comme je l'ai expliqué, il y a certains pays qui ont été très attractifs vis-à-vis des migrants européens. La Grande-Bretagne a été un des plus attractifs avant le Brexit. Et c'est ça. Et c'était les Polonais, les Hongrois, les Slovaques, etc. Bon, je ne parle pas des détachés, je parle vraiment de la migration de titres durant au moins 1 an. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans le débat britannique, la migration polonaise était plus problématique que la migration pakistanaise. Ça peut nous surprendre. Enfin, c'est comme ça que le débat s'est déroulé. En France, les choses sont très différentes parce que d'abord, nous attirons proportionnellement beaucoup moins de migrants d'Europe centrale que les Britanniques. Thomas Gomard. Pour répondre à la question de Jean-Christophe, moi je dirais 2 choses. Oui et non, dans la mesure où, à mon avis, il y a des effets, le plombier britannique, et en même temps, il y a des effets par l'immigration de cohésion européenne. On pense évidemment au programme Erasmus, où on pense aux communautés, type le fait que Londres soit, je crois de mémoire, la 6e ville française en nombre de population. Et donc ça crée évidemment des liens. Je prends l'exemple de Londres, je pourrais prendre d'autres exemples. Mais ça conduit à une deuxième observation, qui est le fait qu'à mon avis, ce qui est en train de changer, c'est à quel point nous commençons à avoir une sorte d'espace public européen. C'est-à-dire que nous suivons de plus en plus la vie politique italienne, et inversement, les Italiens suivent de plus en plus la vie politique française. Et ça conduit aussi à un point qui est moins optimiste que le précédent. Moi, je suis très frappé de la dégradation, par exemple, de la relation avec l'Italie. C'est quand même absolument incroyable de voir des choses remises en cause et qui semblaient installées depuis très longtemps. Et ça conduit quand même à faire le constat que les crises du système migratoire que nous avons connu en 2015 et ensuite qui ont abouti 2015, 2016, 2017, ça François me corrigera probablement, mais je crois à 3 300 000 titres d'asile. Donc ce sont quand même des chiffres significatifs. Voilà, demandeurs, pardon. Mais ce sont des chiffres à la fois effectivement rapportés à la population générale de l'Union européenne très faibles, mais en même temps importants, et qui, à mon avis, contribuent à expliquer l'évolution politique devant laquelle nous sommes. C'est-à-dire que cette crise du système migratoire aboutit au fait que nous avons 7 gouvernements aujourd'hui résolument, au fond, hostiles au projet européen tel qu'il est, pour faire simple, construit depuis 1957. Et donc, il y a quand même là un sujet où effectivement on peut voir la question de manière très globale, très factuelle. Et ensuite, je pense qu'une partie du travail consiste à voir ce que ça produit politiquement. Et ce que ça produit politiquement, c'est effectivement, à mon sens, des tensions très vives qui risquent de s'exprimer dans le scrutin que nous allons avoir à la fin du mois de mai. Frontière encore, d'ailleurs, Thomas Gomard, on va terminer sur ce dernier point, la question de la sécurité, dont nous n'étions plus tellement préoccupés dans les pays européens. Et là, vous y revenez toujours à partir de cette analyse que vous avez faite au début, de cette modification des forces en puissance, l'attitude pour le moins inattendue des États-Unis, la Russie, la puissance de la Chine. Et là, vous nous dites il y a quand même une vraie question d'autonomie stratégique européenne. Or, sans les Britanniques, ça va être difficile en termes de sécurité. Là, on parle de frontières physiques et de questions de sécurité, avec, comme on le sait, la protection américaine qui s'écarte, Trump jugeant que les Européens ne paient pas assez pour cela. Donc, on ne pourra pas vraiment compter sur notre allié américain. Alors, le Saint-Père a dit une chose très juste. Le Saint-Père. On est à la Sorbonne, donc parlons du Saint-Père, temple du positivisme. Il est le bienvenu. Et donc je parlerai du Saint-Père. J'évoquerai le Saint-Père parce qu'il a dit une chose qui a été très frappante pour le 60e anniversaire du traité de Rome. C'est le fait que les Européens ont construit un système qui a produit de la paix
pour la période la plus longue de leur histoire. Bon, c'est toujours utile de le rappeler, même si c'est vu par certains comme un côté peut-être un peu bisounours, mais je pense que c'est extrêmement important de rappeler cette dimension. Le problème, c'est que cette sécurité, elle a été, le début de l'extrait là, que vous nous avez proposé au début va dans ce sens, a été rendu possible d'une certaine manière par la garantie de sécurité américaine. Bon. Et que nous sommes dans une situation où le réveil pour les Européens est difficile, c'est que la plus grande partie, au fond, des pays européens ont abdiqué leur sécurité au cadre otanien, c'est-à-dire ne sont plus capables d'assurer leur sécurité par eux-mêmes. Or, la sécurité, c'est comme l'oxygène. C'est quand ça vient à manquer qu'on se rend compte de son importance. Et les pays européens qui ont encore un fonds de culture stratégique, et qui au fond considèrent qu'il y a un environnement qui peut être hostile, et l'évolution que j'essayais de décrire au départ, à mon avis, le confirme, sont très rares. C'est-à-dire que c'est principalement le Royaume-Uni et la France. Comme par hasard, ce sont les deux anciennes puissances coloniales, parce qu'une culture militaire, elle s'est construite sur de la projection de force. Ce sont les deux membres permanents du Conseil de sécurité, dont le siège d'ailleurs est de plus en plus contesté par d'autres, au regard de leur poids relatif dans le système international. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que la dépense militaire, quand on la regarde de manière globale, c'est aujourd'hui complètement déplacé vers l'Asie. Les principales dépenses militaires, ce sont celles des États-Unis, pour vous donner des ordres de grandeur, à peu près 700 milliards de dollars en croissance. La Chine, qui est autour de 250 milliards de dollars, avec des taux de croissance de 8 à 10% par an depuis 1979. L'Arabie Saoudite, 80 milliards, l'Inde et la Russie. Et ensuite, vous avez le Royaume-Uni et la France. Bon. Donc, au fond, j'insiste sur ce point parce que c'est une question qui est assez peu abordée dans le débat public et qui me semble tout à fait cruciale. C'est que les Européens ont vécu la mondialisation de manière peut-être plus optimiste que les autres. Ils ont désarmé quand les autres ont réarmé. Et ça, effectivement, ce qui n'était pas prévu non plus, c'est à quel point l'administration Trump, c'est pas en soi nouveau dans le discours américain, mais c'est dit avec le style qu'on connaît au président américain, dit au fond aux Européens, écoutez, vous êtes des clients avant d'être des alliés. Et que donc, il va falloir payer pour votre sécurité. Changement de nature important quand même. Vous nous avez promis qu'en dépit de votre titre, l'affolement du monde, vous feriez des propositions optimistes. Mais dernière question pour vous deux. Quelle Europe voyez-vous à l'issue de ces élections importantes, encore une fois, cette journée est là pour le dire? Mais écoutez, on vient d'évoquer la dimension sécuritaire et puis aussi la dimension humanitaire. Alors moi, je fais partie des gens qui pensent que le traitement des questions migratoires ne peut être ni totalement sécuritaire, ni totalement humanitaire. Il y a forcément un curseur à déplacer entre les deux. Je ne suis pas pour l'abolition des frontières. Je considère qu'elles sont tout à fait nécessaires et utiles et que le contrôle des frontières est important pour des raisons sécuritaires, à condition que ce contrôle soit proportionné, qu'il soit contrôlé juridiquement, etc. Enfin, il y a des conditions à remplir. Mais n'oublions pas que parmi les créations de l'Europe, et pas seulement de l'Europe, les résultats de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi ces fameux droits de l'homme tant décriés. Et on a mis longtemps à les découvrir. Et c'est seulement dans les années 70 qu'on a fini par comprendre que le migrant n'est pas seulement un travailleur, que c'est aussi un sujet de droit, il vit autour d'une entité qui est un petit peu bizarre et qu'on appelle la famille, et que du coup ça crée également d'autres droits et que ces membres de la famille peuvent également travailler. Enfin, donc du coup, il y a une déconnexion effectivement entre la migration et les considérations purement économiques ou purement sécuritaires. Et du coup, la grande majorité quand même des flux que nous recevons, pas seulement la France, mais aussi d'autres pays, sont davantage fondés sont rights-based, comme disent les Américains, fondés sur la logique des droits, que fondés sur une logique purement économique. Et ça, c'est un constat dont je ne vois pas comment l'Europe pourrait sortir de cette réalité qui me semble profondément ancrée et qui fait partie de son héritage. Merci François Herin. Les tout derniers mots, Thomas Gomart, votre vision de l'Europe, les attentes, et on a rappelé qu'elle était quand même une entité encore perçue comme un modèle. Voilà, précisément, moi je finirai là-dessus, c'est-à-dire j'ai la chance de beaucoup voyager et je suis toujours très frappé de la valeur au fond de l'Europe vue de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est un prototype politique souvent très difficile à expliquer, mais qui en même temps est
une construction tout à fait inédite et avec une attente au fond d'Europe. C'est-à-dire que si l'Europe venait à échouer, je pense que ça serait d'abord une très mauvaise nouvelle évidemment pour les Européens, mais aussi d'une manière plus générale pour le reste du monde. Et ça, j'en ai pris conscience, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'en ai pris conscience dans un commissariat à Moscou où j'ai compris la valeur d'avoir Union européenne sur son passeport, que c'était au fond plus confortable que d'avoir République du Tadjikistan. Merci, merci beaucoup à tous les deux vraiment pour vos éclairages sur cette nouvelle vision de nos frontières. Merci encore.